Salut à tous, merci d'être là pour une nouvelle histoire vraie, tout autant incroyable et inattendue. Le récit d'aujourd'hui nous vient de Travis, un Américain qui pensait avoir trouvé le grand amour à Bangkok. Elle était intelligente, perspicace et disait toujours ce qu'il fallait, peut-être même un peu trop. Mais la jalousie s'est installée et elle a décidé de tester sa fidélité en utilisant sa meilleure amie. La suite pourrait vous surprendre. C'est une histoire compliquée. Elle est émouvante. Et elle nous rappelle qu'en Thaïlande, l'amour peut sembler authentique, même lorsqu'il est manipulé dès le départ. Si vous avez des histoires similaires, ou si vous en avez vécu une vous-même, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires d'Asie sans filtre. Voici donc le récit de Travis. Je m'appelle Travis, j'ai 45 ans, je suis américain et assez vieux pour savoir ce que je fais. C'est ça qui fait le plus mal. Quand un jeune de 20 ans rate sa vie amoureuse à Bangkok, on accuse les hormones. Quand un homme d'âge mûr fait la même chose, on accuse la bêtise. Et il m'en reste visiblement beaucoup. J'ai rencontré Nina un mardi soir, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le mardi soir, c'est fait pour les courses, se coucher tôt et faire semblant d'être responsable. Au lieu de ça, j'étais assis sur un rooftop, trempé de sueur, à siroter un verre de vin rouge bon marché, comme si ça allait effacer les 10 dernières années de ma vie. Puis, elle est entrée, queue de cheval serré, robe noire, avec ce regard qui disait qu'elle scrutait la pièce comme un puzzle déjà résolu. Elle n'essayait pas d'être séductrice ou mystérieuse. Elle avait juste ce truc que certaines personnes ont, qui fait qu'elles se fichent qu'on les regarde ou non. Elle ne servait pas de boisson ce soir-là. Elle était en congé. Elle retrouvait des amis de la fac. Je ne l'ai su que plus tard. Je croyais parler à quelqu'un qui avait vu toutes sortes d'hommes entrer dans un bar. C'est peut-être pour ça que je l'appréciais. Elle n'a pas paru surprise quand je lui ai dit que j'étais un barman divorcé d'Arizona. Elle n'a pas sorti le grand jeu des excuses. Elle m'a juste demandé ce que j'avais fait de mal. Je lui ai dit que ce n'était pas une seule chose. C'était plein de petites choses. Ne jamais être à la maison. Être têtu. En avoir marre de faire semblant que tout était parfait. Elle a hoché la tête comme si elle avait entendu cette histoire 100 fois. Mais son regard n'a pas été surpris. Elle a écouté. Vraiment écouté. On n'a plus autant d'écoute quand on a plus de la quarantaine. On a fini par parler pendant 2 heures de la circulation à Bangkok, de ses cours, de ses nuits de travail pour payer ses études, du fait qu'elle n'était jamais sortie de Thaïlande, mais qu'elle pouvait nommer tous les États américains par leur forme. Elle m'a dit que j'avais l'air d'avoir mis un film en pause quand je clignais des yeux. Je n'avais pas été autant taquiné depuis le lycée. Tout cela m'a paru naturel, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Aucune pression, pas de faux semblants, juste 2 personnes à tuer le temps au-dessus d'une ville qui se fiche de qui vous êtes. Je ne comptais pas la revoir, mais quand elle a dit « Tu es différent, Travis », je l'ai cru. Bête, je sais, mais la façon dont elle l'a dit était douce, presque prudente, comme si elle n'avait pas l'habitude d'admettre qu'elle appréciait quelqu'un. Elle m'a envoyé un message le soir même. Tu n'es pas aussi ennuyeux que tu en as l'air. C'était sa façon d'exprimer son affection, sec, presque insultant, mais honnête. J'ai répondu, bien, j'essaierai de te décevoir au deuxième rendez-vous. Elle a répondu par un simple émoji rieur et rien d'autre. Ce silence m'a envoûté plus vite que n'importe quel discours mielleux. Elle est venue 3 jours plus tard. Elle a dit qu'elle voulait emprunter le Wi-Fi parce que sa colocataire avait oublié de payer la facture. Et comme je suis un idiot, je l'ai laissée entrer. Elle est restée dîner, puis petit déjeuner, puis elle est restée jusqu'à la fin de la semaine. Je me disais que c'était temporaire. Elle m'a dit qu'elle partirait dès qu'elle trouverait un logement plus près de la fac. Elle ne l'a jamais fait. Vivre avec Nina, c'était comme partager un appartement avec une bombe à retardement adorable. On ne savait jamais ce qui allait la faire exploser, mais bon sang, l'adrénaline mettait du piment dans les choses. Une semaine, elle se blottissait contre moi sur le canapé, faisant semblant de s'intéresser à mes stupides opinions sur les films des années 80. La semaine suivante, elle restait muette à cause de quelque chose que j'avais dit 2 jours plus tôt. Quelque chose qui ne lui avait visiblement pas plu, mais qu'elle n'avait pas envie d'expliquer. Une sorte de silence passif-agressif. Niveau olympique. Elle étudiait la communication à l'université. Dernière année. Intelligente, plus vive que je ne l'avais jamais été à son âge. Elle avait ce don de détourner les conversations pour que ça finisse par des excuses pour quelque chose qu'on n'avait même pas fait. Je me levais pour aller aux toilettes au beau milieu d'un épisode sur Netflix, et je revenais pour un discours de 10 minutes sur le fait que les hommes ne finissent jamais ce qu'ils commencent.
Tout ça parce que j'avais mis la série sur pause. Mais il y avait des bons moments aussi, des moments bizarres. Elle me faisait faire des omelettes à 2 heures du matin quand elle n'arrivait pas à dormir. Ou alors, elle s'allongeait la tête sur ma poitrine en écoutant une vieille chanson d'amour sur son téléphone et en fredonnant juste assez fort pour que j'entende la tristesse dedans. Je lui demandais ce que les paroles signifiaient. Elle répondait toujours « Tu ne comprendrais pas ». Le truc, c'est qu'elle ne parlait jamais de ses parents, ni de son enfance, ni de ses ex. Je lui ai demandé une fois si elle avait déjà été amoureuse. Elle a dit « Oui, mais pas de quelqu'un qui le méritait ». Ça m'a cloué le bec. Un après-midi, elle ramène une fille, plus jeune, plus douce, plus calme, et me la présente comme si elle me tendait une bombe à retardement. Voici Rose. Elle est dans mon cours d'optique. Sois gentil, elle est timide avec les garçons plus âgés. Cette dernière phrase m'a blessé, mais j'ai fait comme si de rien n'était. C'était le truc de Nina. Provoquer, titiller, obtenir une réaction. Rose se contenta de sourire poliment et baissa les yeux, comme si elle ne savait pas si elle devait me serrer la main ou s'incliner. Elle ressemblait à toutes ces étudiantes thaïlandaises ambitieuses que j'avais croisées dans les cafés. Grosses lunettes rondes, chemisier impeccable, un sac fourre-tout serré contre elle comme une armure. Le genre de fille qui s'excuse toujours avant de parler. Je pensais qu'elle resterait prendre le thé ou quelque chose comme ça. Au lieu de ça, elle s'est blottie sur le pouf du salon et a commencé à regarder des dramas coréens avec Nina, comme tous les dimanches. Elle parlait thaï à toute vitesse, me jetait des coups d'œil, gloussait, puis m'ignorait de nouveau. Je me sentais comme un chien qu'on tolère à un dîner. Plus tard dans la soirée, Nina s'est penchée vers moi et m'a demandé « Tu trouves Rose jolie ?» J'ai répondu « C'est quoi cette question idiote ?» Elle a dit « Réponds, c'est tout. » Alors j'ai dit « Ce n'est pas mon genre. » Nina haussa un sourcil, comme si elle n'en croyait pas un mot. Puis elle dit « Bien, ne m'oblige pas à te tuer pendant ton sommeil. » Elle a souri après avoir dit cela, mais pas le genre de sourire qui rassure, plutôt le genre qui te dit que tu as déjà fait une erreur et que tu ne sais pas encore laquelle. Et je ne le savais pas. Pas à ce moment-là en tout cas. 2 semaines plus tard, Nina a commencé à se comporter bizarrement. Pas comme d'habitude, mais de façon stratégique. Elle a commencé à se méfier de moi, à me demander à qui j'envoyais des messages, à observer mon visage quand je déverrouillais mon téléphone, à me poser des questions comme « Si je devais retourner vivre dans ma province pendant 1 an, me resterais-tu fidèle ?» J'ai cru que c'était une blague. J'ai joué le jeu. J'ai souri en coin et j'ai répondu « Bien sûr, à moins qu'une fille canon me propose de faire ma lessive. » Elle n'a pas ri. Elle m'a juste fixé du regard une seconde de trop. Un soir, autour d'un tamarin et de poulet grillés, elle lève les yeux de son assiette et me dit l'air de rien « Tu crois qu'on peut faire confiance aux gens quand ils sont seuls face à la tentation ?» J'ai répondu « Personne ne réussit ce genre de test s'il sait qu'on le teste. » Elle n'a pas répondu. Elle a juste mâché sa salade de papaye et a hoché la tête comme si elle évaluait ma réponse. Le lendemain, elle m'a dit que sa grand-mère était malade. La même grand-mère qu'elle avait qualifiée de théâtrale et d'immortelle lors d'une tirade sur les repas de famille. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aller dans le Nord quelques jours, peut-être 1 semaine. Je lui ai proposé de lui acheter un billet de train, elle a souri, déjà réservé. Ce soir-là, elle était particulièrement douce, rieuse, flirtante. Elle m'a même apporté un de ces petits pains à la crème que j'aimais bien, ceux de 7-Eleven, ceux qu'elle appelait toujours des bombes de sucre pour chauve. On est resté éveillés tard. Elle n'arrêtait pas de me regarder, comme si elle mémorisait mon visage. Je lui ai dit qu'elle était sentimentale. Elle a répondu « J'observe juste qui tu es vraiment. » Elle est partie le lendemain matin. Pas de baiser d'adieu. Juste un clin d'œil et un « Ne fais pas de bêtises ». Ça aurait dû être un avertissement. Ce soir-là, je te jure, je n'avais rien prévu. Rose s'est pointée à ma porte, disant qu'elle déposait juste des affaires de Nina. Un sac fourre-tout avec 2 t-shirts, un chargeur et un carnet dont elle aurait clairement pu se passer. Elle avait l'air nerveuse, a dit que Nina lui avait demandé de vérifier si j'avais mangé et a proposé de préparer le dîner. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Elle sourit comme si elle s'y attendait, puis dit « D'accord, mais j'ai déjà acheté les ingrédients. » Elle prépara un curry vert. Pas terrible, trop sucré, sans saveur, mais l'effort était touchant. Elle s'assit par terre pendant que je mangeais, feuilletant mes vieux livres comme si elle était impressionnée que je possède autre chose qu'un livre à prix cassé. Nous avons discuté, rien de profond. Elle a dit qu'elle voulait devenir thérapeute un jour. Elle a dit qu'elle aimait comprendre les gens. Je lui dis « Bonne chance avec moi ». Elle a dit « Je sais déjà quel genre d'homme tu es ». Son ton était neutre. Je ne lui ai pas vraiment demandé d'explication. Après le dîner, elle s'est lavée comme si elle était chez elle. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, comme si on l'avait fait 100 fois. On a regardé un film.
Pas de contact physique, pas de flirt. Juste cette lenteur, cette routine domestique troublante qui m'a fait oublier Nina juste assez longtemps. À un moment donné, j'ai surpris Rose à me regarder. Pas d'une manière aguicheuse, plutôt comme un scientifique qui observe un rat de laboratoire sur le point de commettre une erreur très prévisible. Et c'est ce qui s'est passé. Pas ce soir-là, mais la graine était semée. Et quand j'ai enfin compris ce qui poussait, il était déjà trop tard pour l'arracher. Rose est revenue le lendemain soir, sans message, sans prévenir. Je t'ai encore apporté le dîner, comme si c'était une habitude. Elle portait un de ces gros pulls d'université que les filles mettent quand elles veulent avoir l'air mignonnes sans effort. Cheveux attachés en désordre, quelques cernes sous les yeux, comme si elle n'avait pas bien dormi. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai laissée entrer, encore une fois. Nous avons mangé sur le balcon. Elle était assise en tailleur, ses genoux frôlant les miens. Elle m'a posé des questions sur les couchers de soleil en Arizona. Je lui ai demandé pourquoi elle avait toujours l'air de cacher quelque chose. Elle a ri, mais pas d'un rire drôle, plutôt comme si elle attendait cette question. Je n'étais pas censé m'en mêler, a-t-elle dit. Mais me mêler de quoi? Elle n'a pas répondu. Elle a continué à mâcher. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était pesante, comme si le jeu qui se jouait était terminé. Et maintenant, nous étions là, face à la vérité, attendant de voir qui l'avouerait en premier. Je lui ai demandé si elle voulait rester regarder un film. Elle a hoché la tête. Je lui ai proposé le canapé. Elle a dit qu'il faisait trop froid. Elle a dit que le lit était plus confortable. Sa voix s'est légèrement brisée en disant cela, comme si elle avait peur de ce qui allait se passer ensuite, mais pas assez pour l'empêcher. Je l'ai suivie à l'intérieur de la chambre. Je me suis assis sur le bord du matelas, tandis qu'elle se blottissait de l'autre côté face au mur. Nous avons regardé quelque chose sur mon ordinateur portable, mais je ne saurais pas vous dire quoi. À un moment donné, elle s'est retournée, m'a regardé comme si elle allait dire quelque chose de sérieux, puis s'est ravisée. Au lieu de cela, elle m'a embrassé. J'ai figé un instant. J'aurais pu me retirer. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Ma main a trouvé sa taille. La sienne s'est glissée sous ma chemise, et le film a été oublié. Ce n'était ni lent, ni romantique. C'était brouillé, impulsif, et beaucoup trop rapide. Deux personnes qui avaient besoin de ressentir quelque chose et qui se fichaient de ce qui suivrait. Pas de musique, pas de mots doux, juste la peau, le souffle et le bourdonnement de la climatisation. Après qu'elle se soit allongée là, dos à moi, recroquevillée sur elle-même comme si elle commençait déjà à le regretter, je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit « Je ne pensais pas que ce serait aussi réel. Je ne savais pas quoi répondre. » Je suis resté à fixer le plafond, attendant que la culpabilité s'installe. Au lieu de cela, ce fut le silence, lourd, chargé de choses que ni l'un ni l'autre ne voulait dire à voix haute. Avant de s'endormir, elle a murmuré « Ce n'était pas prévu. » Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire parce que je commençais à comprendre que je ne voulais pas savoir. Nina est rentrée plus tôt que prévu, sans prévenir, sans message. Juste le bruit caractéristique de la porte d'entrée qui se déverrouille alors que j'étais encore à moitié sommeillé. Je me suis redressé brusquement, le cœur battant la chamade. Le drap était encore chaud à côté de moi, là où Rose était allongée, recroquevillée, le dos nu, une jambe entrelacée à la mienne. Pendant une seconde, mon cerveau a tenté de rationaliser, de me convaincre que ce n'est pas ce que c'était. Peut-être un voisin, peut-être avais-je oublié de fermer la porte à clé, mais j'ai alors entendu sa voix m'appeler du salon, basse et fatiguée. Je n'ai même pas eu le temps de faire semblant. J'ai sauté du lit, enfilé le même t-shirt que la veille et je suis sorti comme une adolescente qui se faufile après le couvre-feu. Nina était déjà à mi-chemin du couloir quand je suis arrivé. Elle avait changé, en tenue de voyage, sans maquillage, les cheveux attachés. Elle portait le petit sac de voyage à fleurs que je l'avais vu préparer 3 jours plus tôt. Elle avait des cernes et une certaine froideur dans sa façon de bouger. Elle n'avait pas l'air confuse, elle n'avait pas l'air choquée. Elle ressemblait à une femme qui savait déjà exactement ce qu'elle allait trouver. Elle jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule et son visage changea en un instant. Ses yeux se plissèrent, sa bouche s'entrouvrit légèrement comme si on lui avait coupé le souffle. Puis, j'ai entendu le léger foulement de pieds nus derrière moi et j'ai su que Rose m'avait suivi. Elle était enveloppée dans le drap, les cheveux en désordre, les yeux écarquillés de peur. Elle ressemblait à quelqu'un pris en flagrant délit de vol à l'étalage dans un temple. Je me suis retourné. Je l'ai vue figée, là, et j'ai su qu'il n'y avait pas de version de ce moment qui se termine sans dégâts. Nina a laissé échapper un son que je n'oublierai jamais. Cela a commencé comme un rire, faible, presque amusé. Puis, il s'est transformé en quelque chose de cruel. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'as même pas pu attendre 3 jours.
Sa voix s'est brisée vers la fin. J'ai essayé de dire quelque chose pour intervenir, mais elle m'a fait taire d'une voix aiguë et tremblante. Ne parle même pas, s'il te plaît. Elle s'est approchée de moi si près que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Son doigt s'est enfoncé dans ma poitrine tandis que sa voix montait. Tu as dit que tu tenais à moi. Tu as dit que ce n'était pas juste pour s'amuser. Tu m'as dit que tu n'étais pas comme les autres. Son visage se tordit, oscillant entre la fureur et le désespoir. Alors pourquoi diable ma meilleure amie est-elle dans notre lit? J'ouvris la bouche mais il n'y avait pas d'argument. Aucun qui ne paraissait pathétique. Derrière moi, Rose prit enfin la parole, sa voix à peine audible. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais Nina se retourna vers elle avec une rage que je ne lui avais jamais vue. Tu ne l'as pas fait exprès. Tu as glissé et tu es tombé sur lui, c'est ça ton excuse? Rose se mit à pleurer, des sanglots violents qui la firent s'effondrer sur le bord du canapé, comme si ses jambes l'avaient lâchée. Nina la fixait comme si elle ne la reconnaissait plus. Tu étais juste censé le tester, dit-elle, la voix brisée. Tu étais censé me dire s'il tentait quoi que ce soit. Tu n'étais pas censé coucher avec lui. La pièce était un chaos, des pleurs, des cris, une atmosphère lourde et une honte si pesante que je ne pouvais plus respirer. J'essayais de leur parler pour les faire taire, mais je n'avais plus le droit de m'interposer. Ce n'était plus mon combat, c'étaient les conséquences d'une bombe que j'avais contribué à fabriquer. Je te faisais confiance, hurla Nina, les larmes ruisselant sur son visage, la voix rauque. Je t'ai laissé entrer dans ma vie. Je t'ai confié des choses que je n'ai jamais dites à personne. Je t'ai dit que j'avais peur d'être blessée. Et voilà ce que tu fais. Elle éclata en sanglots et agrippa son sac, comme si c'était la seule chose de solide qui restait dans la pièce. Rose était assise là, tremblante, sanglotante encore, marmonnant des excuses qui sonnaient creux. J'ai fait un pas en avant. Nina, s'il te plaît. On peut juste parler. Ma voix était faible, comme celle de quelqu'un qui implore une seconde chance qu'il ne sait pas mériter. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Ne me touche pas, ne me touche plus jamais. Elle se précipita vers la porte, tremblante de tous ses membres. Je restai figé, regardant disparaître la seule personne qui avait jamais fait de cet endroit un foyer. Arrivée à la porte, elle s'arrêta juste une seconde et, sans se retourner, murmura « Maintenant, je sais qui tu es vraiment. » Et puis elle disparut. Le silence qui suivit fut insoutenable. Rose pleurait sur le canapé, la tête entre les mains, se balançant d'avant en arrière comme un enfant. Je m'assis par terre, sans vraiment savoir quoi faire, quoi dire, ni ce que je venais de détruire. Je ne la consolais pas. Je ne bougeais pas. Je suis resté assis là, fixant l'embrasure de la porte vide, souhaitant pouvoir remonter le temps, non pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour m'empêcher d'avoir ouvert la porte à Rose la toute première fois. Mais c'était fait, et je savais que le pire était encore à venir. Après le départ de Nina, le silence dans cet appartement était insoutenable. Je ne parlais pas, Rose non plus, pendant longtemps, juste le son de ses sanglots qui perçaient le silence toutes les minutes, comme des fissures dans un mur qu'on ne peut pas réparer. Je suis resté assis par terre, adossé au meuble, pendant ce qui m'a semblé des heures, fixant les éraflures sur la plainte, essayant de me convaincre que c'était surmontable, que je pouvais arranger les choses, recoller les morceaux pour en faire quelque chose qui ressemble à une relation de nouveau. Rose est restée dormir, non pas parce que je lui avais demandé, elle ne m'avait même pas vraiment demandé la permission. Elle n'est tout simplement pas partie, se recroquevillant sur le canapé comme si elle essayait de s'évanouir. Je lui ai donné un oreiller. Elle n'a pas dit merci. Le lendemain matin, nous avons fait comme si de rien n'était. Elle a fait des toasts brûlés. J'ai fait du café. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous n'avons pas croisé nos regards. Mais lorsque j'ai voulu lui tendre la tasse, ses doigts ont effleuré les miens et elle ne s'est pas retirée. C'est ainsi qu'a commencé le mensonge que nous nous sommes racontés. Elle n'est pas retournée à sa résidence étudiante, disant que la situation était devenue gênante. Nina l'avait bloquée partout, l'avait exclue de leur groupe de discussion, l'avait rayée de sa vie comme une tumeur. Je ne lui ai pas demandé comment elle savait. Je ne lui ai pas demandé si elle avait essayé de me contacter. Je ne voulais pas savoir si Rose avait des regrets, ni si Nina lui manquait encore. Alors, je l'ai laissée rester. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'elle avait besoin de soutien. La vérité, c'est que je ne pouvais pas affronter la solitude face au désordre que j'avais créé. Pendant un petit moment, le calme est même revenu. Fragile, certes, mais un calme relatif. Rose a fait plus de ménage, cuisiné des plats thaïlandais simples et laissé des post-it sur le frigo avec des rappels comme « N'oublie pas la facture d'eau » ou « Pense à acheter des œufs ». Elle portait mes chemises, se blottissait contre moi sur le canapé. Il y a même eu des moments où je me suis surpris à sourire de nouveau.
De vrais sourires. Pas ces sourires forcés que j'affichais depuis des mois. J'ai commencé à croire que peut-être nous avions reconstruit quelque chose à partir de nos cendres. Mais ensuite, de petits problèmes ont commencé à apparaître. Des fissures dans la façade. Elle est devenue nerveuse à propos de son téléphone. Le retournait-elle face cachée pendant le dîner? Le coupait-elle en mode silencieux pendant les films? Je voyais parfois apparaître des messages, des noms que je ne reconnaissais pas. Elle est considérée toujours comme des camarades de classe ou des professeurs. Des trucs de projet de groupe, disait-elle. Ce qui aurait pu fonctionner les premières fois, si elle ne l'avait pas dit avec la même expression crispée à chaque fois. Un soir, je l'ai entendue pleurer dans la salle de bain. Pas fort, juste de faibles respirations tremblantes à travers la porte. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit que sa mère lui manquait. Je n'ai pas insisté. Et ce n'était pas du chagrin, c'était de la culpabilité. Le lendemain matin, j'ai vu son ordinateur portable ouvert pendant qu'elle prenait sa douche. Rien de suspect, pas au début. Juste des notes de cours, des onglets de navigateur, des playlists. Mais un dossier qui s'appelait Journal de Nina. J'ai cliqué dessus. À l'intérieur, il y avait des captures d'écran de vieilles conversations. Elle et Nina. Des dizaines, de longs échanges, des messages vocaux, des photos. La plupart dataient d'avant le test de loyauté, mais certaines des postérieures. Elle n'avait donc pas coupé les ponts avec Nina. Pas à ce moment-là. Peut-être jamais. J'ai fermé l'ordinateur portable avant qu'elle ne sorte. Elle n'a jamais su que je l'avais vue. Ou peut-être que si. Peut-être qu'elle avait laissé ouvert exprès. Je n'en savais plus rien. La frontière entre accident et manipulation était devenue tellement floue. Je ne savais plus où s'arrêtaient mes choix et où commençaient les siens. Cette nuit-là, impossible de dormir. Rose s'est blottie contre moi comme si de rien n'était. Comme si on jouait encore à la famille. Je fixais le plafond me demandant si j'avais été la cible depuis le début. Si tout ça, le flirt, les larmes, les regrets, avait été planifié dès le départ. Et le pire, je voulais encore que ça marche. Je voulais encore croire que la deuxième fille était différente de la première, même si les preuves disaient le contraire, parce qu'une partie de moi pensait que je le méritais. C'était un de ces après-midi tranquilles où rien ne semble particulièrement important. Rose était sortie chercher à dîner. Elle avait envie de riz gluant et de poulet frit de ce restaurant près du monument de la Victoire. Je rangeais le salon. Je ne pensais à rien de particulier quand son ordinateur portable s'est allumé sur la table. Je n'étais pas en train de fouiner, je le jure. Je n'avais pas fouillé, mais l'écran a affiché un aperçu de message qui m'a glacé le sang. Travis a dit ça. 3 mots, juste assez pour me donner la nausée. Je me suis assis. J'ai hésité pendant 5 secondes à peine, puis j'ai ouvert l'ordinateur. C'était une conversation, des messages Line. Le nom de contact était juste N. Je n'avais pas besoin de nom pour savoir de qui il s'agissait. Dès que j'ai vu le ton des messages, j'ai su que c'était Nina. Le premier message que j'ai lu était comme une gifle. Alors, est-ce qu'il a mordu à l'hameçon? Pas d'émoji, pas de sourire, juste froid, opportun, comme si j'étais une tâche que quelqu'un avait accomplie. La réponse de Rose est arrivée immédiatement après. Ouais, première nuit. Tu avais raison à son sujet. Il n'y avait aucune émotion, aucune hésitation, juste un compte rendu, comme un soldat confirmant une cible. Je l'ai fait défiler, il y en avait d'autres, des dizaines d'autres, des messages qui remontaient à des semaines, de vieilles conversations où elles avaient tout planifié. Comment me tester, quand laisser des indices, quoi porter, quoi dire. Elle parlait de moi comme si j'étais un devoir scolaire. Fais l'innocente quand il te pose des questions sur le dortoir. Goûte son vin préféré. Il se détend un peu quand il a bu. Montre-toi nerveuse, mais pas trop. Il aime avoir le contrôle. Je croyais avoir le choix. Je croyais agir par instinct. Mais tout était scénarisé. Elles avaient tout préparé pour moi, et j'avais suivi le scénario mot pour mot, comme un idiot. Puis, je l'ai vu, un message daté d'après la nuit du retour de Nina. Il disait qu'il m'aimait. Je n'ai pas répondu. Je suis resté figé, fixant cette phrase. Je me souvenais d'avoir prononcé ces mots. Je me souvenais du silence qui avait suivi. Je pensais qu'elle était peut-être bouleversée. En fait, elle prenait juste des notes. Et puis, il y a eu celui qui m'a brisé. Je crois qu'il commence à comprendre, mais il veut encore que je sois là. C'est vraiment triste. Ce mot « triste » m'a déchiré. Je n'étais même pas une personne à leurs yeux. J'étais un profil, une étude de cas, un cliché ambulant à manipuler, à tester, puis jeter. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Bangkok bourdonnait en contrebas, des taxis klaxonnaient, des motos filaient entre les voies, un idiot qui se disputait avec un vendeur de fruits
La ville semblait la même, mais tout en moi avait changé. Je me sentais vide. Pas en colère, pas encore, juste effacé. La porte s'ouvrit derrière moi. Rose entra avec 2 sacs de nourriture et un sourire désinvolte. Pas de crapao pour le dîner, dit-elle, avec un œuf en plus comme tu aimes. Je me retournai et la regardai. Je n'ai rien dit tout de suite. Elle posa le repas sur la table et remarqua enfin mon expression. Son sourire s'effaça. Qu'y a-t-il demanda-t-elle. Je désignai l'ordinateur portable d'un signe de tête. Tu l'as laissé ouvert. Elle pâlit. Son regard se porta sur la table puis revint vers moi. Elle ne chercha même pas à mentir. Elle savait que je savais. Je fis un pas en avant, voix basse mais ferme. Tu as dit que tu étais tombée amoureuse de moi. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Finalement, elle murmura « Oui ». « Non », dis-je en la fixant droit dans les yeux. « Tu es tombée amoureuse de moi. Ce n'est pas pareil. » Elle baissa les yeux. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne la croyais pas. Tu écrivais des messages comme si j'étais un cobaye. Tu comptais les publier? Obtenir des crédits de cours? Son expression changea. Pendant une fraction de seconde, elle parut sincèrement honteuse. Puis elle se durcit. Tu faisais partie de quelque chose, dit-elle. Sa voix était calme maintenant, trop calme. Mais tu le voulais. Tu savais que quelque chose clochait, mais tu t'en fichais. Tu te moques de moi, dis-je? Tu veux dire que j'y étais pour quelque chose? Elle hocha la tête une fois, lentement. Tu n'étais pas innocent. Tu ne posais juste pas de questions. Je la fixai. Sa façon de se tenir là, immobile et maîtrisée, j'en avais la chair de poule. Je ne savais plus à qui je parlais. La jeune fille à la voix douce avait disparu, si elle avait jamais existé. Je ne dis rien après ça. Je restais là, au milieu de l'appartement, à fixer Rose, comme si je la voyais pour la première fois. L'image que j'avais construite dans ma tête, la douce fille, la fragile, la victime d'un piège toxique, tout s'est brisé comme du verre. Je me sentais humilié, non seulement par elle, mais aussi par moi-même, pour avoir été si consentant, pour l'avoir laissé dormir dans mon lit pendant qu'elle envoyait des récits détaillés à la femme qu'elle était censée avoir trahie. Elle a essayé de me prendre le bras, sans doute pour se remettre à pleurer, pour atténuer le choc, pour manipuler le silence comme elle avait manipulé tout le reste. Je me suis éloigné avant qu'elle ne me touche. « Sors », ai-je dit. Elle a cligné des yeux, stupéfaite, comme si l'idée que je puisse lui tenir tête ne lui avait pas frôlé l'esprit. « Travis, s'il te plaît, non !» Je suis sérieux. Ma voix était basse, pas encore en colère, juste blasée. Tu m'as utilisé. Tu faisais partie de son jeu. Peut-être que tu n'avais pas prévu d'y tomber. Très bien. Mais tu es resté. Tu as choisi ça. J'ai attrapé un sac dans le placard et j'ai commencé à y jeter ses affaires. Tout ce qui était manifestement à elle. Chargeur, manuel scolaire, un sweat à capuche que j'avais trouvé mignon sur elle. Elle est restée là à me regarder, complètement immobile. Son visage impénétrable, comme si elle attendait de voir où j'irais avant de décider comment réagir. Tu dois partir, ai-je répété. Maintenant. Elle n'a pas bougé. Elle a juste plissé les yeux et dit « Tu n'as pas le droit de me mettre à la porte, pas après tout ce qu'on a vécu. » Ce qu'on a vécu? Je me suis approché d'elle. Je brandissais le sac comme une arme. « Rose, tu es la cause de tout. Les dégâts, toute la tempête. Il n'y a plus de nous. » Elle me fixa, un regard froid et vide. Puis elle se retourna lentement, ramassa ses chaussures et se dirigea vers la porte. Juste avant de partir, elle dit « Tu n'étais pas censé compter, mais tu as compté pour moi. » C'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Je ne répondis pas. Je refermai simplement la porte derrière elle. Cette nuit-là, je restais assis seul dans cet appartement, enveloppé par le poids silencieux de tout ce que j'avais ignoré. Les rires forcés, le timing parfait, sa façon de toujours trouver les mots justes. Tout était conçu pour me mettre en confiance et me faire tomber. Et oh, ça oui, je suis tombé. Tombé lourdement. Et maintenant, il n'y avait plus que moi à blâmer. Après son départ, le silence dans l'appartement était lourd comme une épée de Damoclès. Je n'allumais pas la télévision, je ne touchais pas à mon téléphone. Je restais assis là, dans le salon, l'air sentant encore légèrement son shampoing au jasmin. Je fixais l'espace vide où ses chaussures étaient posées près de la porte. J'aurais dû être en colère, mais je n'avais que le sentiment d'être utilisé. J'avais passé près d'1 an à essayer de construire quelque chose qui n'était pas réel. D'abord avec Nina, puis avec Rose, puis avec ce fantasme que je m'étais inventé, celui d'être le genre de type qui pourrait vivre ici sans se faire dévorer vivant. Et Bangkok, cet endroit que je croyais comprendre, ne s'était excusé de rien.
n'a pas offert de conclusion, a simplement continué son chemin, toujours aussi indifférente. Dehors, la ville continuait de bourdonner comme si de rien n'était. La vie suivait son cours. Une semaine plus tard, j'ai déménagé. J'ai vendu le peu de meubles qu'il me restait, j'ai emballé le reste dans 2 sacs et j'ai loué un studio bon marché à Hounout. Pas de vue, pas de balcon, juste une boîte avec un lit et un frigo qui semblait rendre l'âme à chaque fois qu'il se mettait en marche. Mais c'était calme, c'était à moi. J'ai arrêté d'aller dans les bars sur les rooftops. J'ai arrêté d'essayer d'être le type qui boit du vin importé et qui flirte avec le danger comme si c'était une partie intégrante de sa personnalité. J'ai recommencé à manger dans la rue. Une soupe qui me brûlait la gorge, du riz qui collait à mes dents. Je prenais le métro sans les écouteurs juste pour écouter la ville respirer. Un soir, je passais devant le terminal 21 quand je l'ai vue. Nina. Elle était juste de l'autre côté de la rue, au bras d'un homme de l'Ouest, plus âgé que moi, bien mis. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un divorce dans le Connecticut, plongé dans un fantasme de la quarantaine. Elle m'a vu. Nos regards se sont croisés, pendant peut-être 2 secondes. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas détourné le regard. Elle a souri, pas cruellement, pas gentiment, juste comme quelqu'un qui se souvenait de quelque chose et qu'il avait déjà laissé derrière lui. Je n'ai pas fait de signe de la main, je n'ai pas hoché la tête, j'ai juste continué à marcher. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé un document vierge pendant 20 minutes. Finalement, j'ai commencé à écrire tout ça. Non pas parce que je pensais que ça arrangerait quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de me libérer de cette pensée, tous ces doutes, la honte, la logique tordue que j'avais utilisée pour justifier d'avoir couché avec une fille dont je savais qu'elle était là pour me tester. Je ne les hais pas vraiment. Je hais de les avoir laissés façonner l'image que j'avais de moi-même. Je hais d'avoir pensé qu'être désiré, même si c'était faux, valait mieux qu'être seul. Je hais d'avoir facilité leur manipulation. Mais surtout, je hais que ça ait marché. J'ai passé 2 semaines dans ce nouveau studio, assis au milieu de ce désordre. Je repassais sans cesse l'histoire en boucle dans ma tête. Tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés. À chaque fois, je me suis persuadé que j'avais le contrôle. Je ne l'avais pas. J'étais juste la cible. Le triste dossier dans une conversation privée entre 2 étudiantes thaïlandaises qui m'ont manipulé comme une machine à sous et ont disparu avant que tout cela ne s'effondre. Mais voilà ce qu'elles n'avaient pas prévu. Je suis peut-être naïf, mais je ne suis pas impuissant. J'avais encore les messages, des captures d'écran, des notes vocales, tout. Et même si je n'étais pas fier de ce que j'avais fait avec Rose, je n'avais enfreint aucune loi. Elle, si. Elle a admis par écrit que tout avait commencé comme une expérience. Elle disait des choses comme « il ne sait pas qu'on l'observe » et « ne dit rien sinon je serai expulsé ». Dans un des messages, elle nommait même le professeur qui était censé approuver son étude de cas. Je ne suis pas allé voir la police, ça n'aurait servi à rien. Mais je suis allé à son université anonymement. J'ai envoyé un courriel poli au département de psychologie avec un PDF contenant les messages, son numéro d'étudiant et un petit mot. Je pense que vous devriez savoir ce que l'une de vos étudiantes considère comme de la recherche. Je ne l'ai jamais signé. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais 2 semaines plus tard, son adresse email universitaire m'a été retournée comme inactive. Et ce n'était pas tout. Je savais qu'elle n'avait pas quitté Bangkok. Elle a posté une photo sur Instagram depuis son nouvel appartement près des Kamai. Nom différent sur le compte, même visage. Un nouveau petit ami Farang aussi, même scénario. Des selfies souriants, des photos de brunch, des légendes mignonnes comme mon amour, ma maison, m'ont écœuré. Alors j'ai laissé un commentaire, un seul. Elle m'a fait la même chose, bonne chance. Elle l'a supprimé en moins d'1 heure et m'a bloqué à nouveau. Mais le mal était fait. Une petite graine de doute se met en plein cœur de son arnaque. Appelez ça mesquin, appelez ça vindicatif, mais ça m'a fait du bien. Pas parce que je l'ai blessé, parce que je lui ai rappelé que je n'étais pas aussi insignifiant qu'elle le pensait. Parce que j'ai arrêté de faire l'idiot, et parce que je l'ai enfin remise à sa place, au moins juste une fois. Maintenant, je reste en dehors de ce jeu. Je me fais discret, je loue un petit appartement, je vis tranquillement, pas de bar, pas de rendez-vous Tinder, pas de visite impromptue d'amis tard dans la nuit. Mais j'y pense encore, pas avec nostalgie, pas même avec colère, juste avec une certaine conscience. Voilà l'histoire de Travis. Il est arrivé à Bangkok en pensant avoir laissé son passé derrière lui, mais ce qu'il a trouvé, c'est un nouveau genre de chagrin d'amour. Un chagrin enveloppé de jeunesse, de charme et de mensonges habiles. Il pensait avoir trouvé quelque chose de vrai avec Nina, puis avec Rose. Mais au final,
il n'était qu'une épreuve de plus. Un autre Farang tombé dans le panneau. A-t-il eu tort de tomber amoureux si vite? Ont-elles eu tort de jouer avec lui? Ça dépend à qui on pose la question. Mais, dans une ville comme Bangkok, la frontière entre amour et manipulation est ténue. Et une fois franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Si vous avez vécu une situation similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, racontez-nous cela en commentaire. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages authentiques et sans phare de la vie d'expatriés en Thaïlande, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Car ici, sur Asie sans filtre, la vérité n'est pas toujours belle, mais elle mérite toujours d'être entendue. À très vite et prenez soin de vous.